moi, mon corps m'appartient, ça veut dire que je décide de le montrer ou non. Pour d'autres, il représente la soumission à l'homme et un instrument de propagande islamiste. Ce voile n'est pas un simple bout de tissu, c'est l'uniforme islamiste. Ces derniers jours, plus que jamais, le voile est au cœur de tous les débats. Vive le sport et donc à bas le voile, bien sûr. Vraiment, on est dans une islamophobie débridée en France, il faut s'en rendre compte quand même. Alors qu'un projet de loi vise à interdire le port du hijab dans les compétitions sportives, la société se déchire. Chez les voisins, tout se passe bien et ça n'emmerde personne. Je dis à ceux qui ne connaissent pas de la fermer. T'es dit, je pourrais lui dire en face de lui, avec ses 140 kilos, quand tu ne connais pas, ne t'en mêle pas. J'arrive pas à me projeter en France pendant longtemps, sachant que cette loi va passer. Moi, bah oui, clairement. Nous sommes allés à la rencontre de femmes voilées. Elles sont de plus en plus nombreuses en France. Celles qui arborent fièrement leur voile. C'est pas un acte de soumission envers mon mari, mais c'est un acte de soumission envers mon créateur. Celles qui ont décidé de le retirer. Je vais l'enlever. Je me plaignais beaucoup à mon ex-mari que j'en avais marre de porter des sacs poubelles. Et à chaque fois, c'était des menaces. Harcelés et insultés. Voilà. Pourquoi tu m'insultes ? Le port de l'abaya a été interdit dans l'école publique, mais le sujet reste très sensible. Depuis la mort de Samuel Paty, rien n'a changé, bien au contraire. L'islamisme progresse à vitesse grand V au sein de l'école républicaine et rien n'est fait. Et de nombreux professeurs exercent leur métier dans la peur. J'ai une collègue par exemple qui a demandé à une élève d'enlever son turban et c'est la collègue qui a été convoquée avant l'élève. Enfin, plongez dans les coulisses des sites de rencontres amoureuses réservés aux femmes musulmanes. Par exemple, là, il y a une sœur de nationalité française, origine tunisienne, âge 35 ans. Êtes-vous voilé? Oui, alhamdoulilah. En islam, les cheveux de la femme sont considérés comme sa nudité. En France, non. Ce samedi après-midi à Paris, des dizaines de jeunes femmes voilées font la queue devant cette boutique éphémère de vêtements islamiques. Allez-y, madame. Bonjour. Bonjour. Pour annoncer son arrivée en France, la marque de mode islamique Merachi a mis en ligne une publicité choc sur les réseaux sociaux. La tour Eiffel y apparaît recouverte d'une abaya et d'un voile. Par-dessus l'image, une phrase en anglais. Le gouvernement français déteste l'idée de voir arriver Merachi. À l'intérieur du magasin, un large choix de voiles, abaya ou encore kimar que les jeunes clientes s'arrachent. Et pour cause, la part des femmes musulmanes qui portent le voile islamique en France a augmenté de moitié en seulement une décennie. Elles étaient 18% en 2009, contre 26% en 2020. Nous avons interrogé certaines d'entre elles sur les raisons de leur choix. Aucune n'a souhaité montrer son visage à la caméra. Farida est une jeune femme de 24 ans qui travaille dans le marketing. Le voile, c'est vraiment une obligation dans ma religion afin de pouvoir se préserver. Bon, et c'est une obligation du coup de mon Dieu. Ce qui est à moi, mon corps m'appartient, ça veut dire que je décide de le montrer ou non. Donc voilà, c'est vraiment mes choix. Selon cette autre jeune étudiante en faculté de lettres, que nous appellerons Saba, porter le voile en société confère de nombreux avantages. C'est déjà un grand signe de pudeur et comme d'autres avantages, il y a aussi le fait de se préserver. Moi, j'ai remarqué dans mon groupe de copines, c'est un exemple tout bête, mais les garçons, ils étaient plus enclins à être un peu irrespectueux avec elles, à vouloir peut-être les draguer, à avoir des gestes un peu offensants avec elles, plutôt qu'avec moi, parce qu'avec moi, il y avait comme un signe de, voilà, on respecte. C'était comme une forme de respect. C'est pas un acte de soumission envers mon mari, mais c'est un acte de soumission envers mon créateur. Et je condamne effectivement les hommes qui forcent leurs femmes à porter ça, parce que ce n'est pas à eux d'intervenir dans ce choix-là, c'est à elles toutes seules. Beaucoup d'entre elles regrettent de ne pas pouvoir porter le voile sur leur lieu de travail, comme Rima, cette ingénieure franco-marocaine de 35 ans. Pour le travail, voilà, on se sent forcément jugé. J'ai eu plein de contrats de travail qui n'ont pas abouti juste parce que voilà, j'étais voilée, alors que sur mon CV, il n'y avait rien qui manquait. Et on m'appelait parce que j'avais les compétences, mais dès qu'il y avait ce premier entretien, en fait, ça ne matchait pas. En l'espace de 1 an et demi, j'ai postulé avec mon voile et donc j'ai eu 0 entretien. Et dès que je l'ai retiré du coup sur mon CV, j'ai eu 7 entretiens en 2 semaines. Rima ne comprend pas le projet de loi interdisant le port du voile dans les compétitions sportives.
Moi, honnêtement, la dernière loi qui est en train d'être discutée, là, ça me touche personnellement parce que moi, j'adore faire du sport et j'adore découvrir de nouveaux sports. Donc, j'ai essayé de faire du tir à l'arc, j'ai essayé de toucher un peu. J'aime beaucoup le basket, j'aime courir, j'aime tout ça. Et ça me pèse énormément de me dire que, limite, ça me permet de me dire est-ce que j'arrive pas à me projeter en France pendant longtemps, sachant que cette loi va passer. Parce que tout passe, tout finit par passer. Si demain on me dit que je peux pas être voilée dans la rue, ça va être très compliqué pour moi. Bah oui, clairement. Moi, j'ai la chance en fait d'être née au Maroc, donc je suis marocaine. J'ai la nationalité française, mais je sais que je peux toujours revenir. J'ai toujours une solution de repli. En France, le port du voile est autorisé dans la rue, les lieux ouverts au public et dans certaines entreprises privées. Il est interdit dans les écoles publiques pour les élèves et les professeurs, mais toléré dans certains établissements privés. Sur Internet, de nombreuses créatrices de contenu font la promotion du port du voile et proposent à leurs milliers d'abonnés de se couvrir à leur tour. Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un tuto hijab. Bon, ma copine, elle va essayer le voile aujourd'hui. Tu vas faire une journée voilée. Si tu sens que t'es prête à le porter, porte-le. Mais certaines femmes tiennent un tout autre discours au sujet du voile. Bonjour. Adela est une apostate. Il y a 8 ans, elle a abandonné la religion musulmane et décidé de retirer le voile qu'elle portait au quotidien. Alors, cette tenue, on me l'a offert. Merci à la personne qui me l'a offert. Franchement, ça, on est culpabilisé. Quand j'étais voilée ou même quand on est musulmane, porter ça et sortir librement, se mettre belle, être belle, enfin, on est culpabilisé. Adela a grandi en Algérie. C'est à l'adolescence qu'elle a pris la décision de porter le voile. Au départ, je l'ai porté, il faut une épingle, après il faut le faire comme ça. Après avec ma touffe, c'est un peu... Mais sinon, il y a une période où j'ai porté, pas le jilbab, mais ce qu'on appelle le hijab shara'i. Je vous montre à peu près à quoi ça ressemble. Alors... c'est un peu compliqué. Alors, après, il y a des modèles où j'ai vu que ça s'est amélioré. À mon époque, c'était un peu plus compliqué. Donc, on va le porter comme ça. Il y a une jupe. Et puis, bon, avec ma touffe, je sais pas ça va donner quoi. Je me rappelle le jour où j'ai décidé de porter le voile et de me remettre dans la religion. Je me suis effondrée en pleurant parce que je pensais que j'étais une personne égarée. Surtout à l'époque avec mon père, comme il n'était pas dans la religion, il y a même un jour je lui ai dit qu'il était mécréant. Adela décide de retirer ses vêtements religieux lorsqu'elle se penche sur les textes du Coran, qui, selon certaines interprétations, recommandent le port du voile. Les femmes, c'est dans la sourate Les femmes. Et bien évidemment, dans la sourate, Dieu il ne s'adresse pas aux femmes, mais il s'adresse aux hommes pour leur dire comment on doit se comporter avec les femmes. Donc, par exemple, vous avez le verset qui parle du voile. Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de se couvrir de leur voile. Au lieu de demander aux hommes de respecter les femmes, non, on a trouvé cette solution de voiler les femmes et c'est très choquant. Je vais l'enlever. Pour moi, le voile, c'est plus possible. Et depuis ce jour-là, je l'ai enlevé. Et pour adopter des valeurs beaucoup plus saines, beaucoup plus vraies, beaucoup plus utiles, beaucoup plus nécessaires, qui est les valeurs de la République. Voilà. Ça, c'est mon drapeau. J'ai un rapport avec la France qui est indescriptible. On est bien en France, sincèrement, la liberté, le fait qu'on m'a donné l'opportunité de m'exprimer, de m'émanciper, d'être moi, sans invective, d'avoir mes droits, la laïcité, les valeurs républicaines, les droits de l'homme. Et ça, c'est important et c'est ce que je fais d'ailleurs sur les réseaux sociaux.
Plusieurs fois par semaine, Adela anime des débats en direct sur les réseaux sociaux, drapeau français sur les épaules, pour échanger avec des musulmans au sujet de leur religion. J'espère que les réactions ne seront pas virulentes, ça dépend des jours. Coucou tout le monde. Salut. Salut Adela. Ça va? Oui, je t'écoute. En français, s'il te plaît. On va parler aujourd'hui du sujet du voile. Qu'est-ce que tu penses, toi, autant que sunnite musulman, pratiquant le fait qu'en islam, il y a l'esclave sexuel qui n'a pas le droit de porter le voile, ou elle est différenciée de la femme libre? Est-ce que c'est normal? Tu trouves ça normal? L'esclave sexuel? Ah bah oui, Mulk el Yamin. On a déjà vu ce sujet. Hein. Ah bah écoute, moi le Coran je l'ai pas lu, donc comme ça, esclave. Là j'ai muté. C'est juste pour vous montrer l'exemple. Ils connaissent pas les textes. Bonjour Nidal. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. En français, s'il te plaît. En français, Nidal. Bon. Voilà, il y a une insulte. Elle me dit pourquoi tu parles de voile puisque t'es pas voilée. Voilà. Pourquoi tu m'insultes? Bisous, bisous. Adela. Oui. Adela. Envoie ton snap en privé, on se fait un petit restaurant. C'est pas haram tout ça. Je te parle sérieux, Christophe. La jeune femme est régulièrement victime d'insultes et de menaces. J'ai eu un ravalement d'insultes et de haine. Comme dans les commentaires de cette vidéo où elle boit un café pendant la période du ramadan. Alors j'ai dit, oh les croyants, faites le ramadan, mais laissez-nous tranquilles. Et puis je dis la liberté pour tous. Hasbi Allah, c'est la phrase pour dire Dieu va s'en occuper de toi. Et en tout cas, ils étaient choqués le fait de voir mon café pendant le mois de ramadan. Je mène un combat, je le fais pas pour embêter les musulmans ou provoquer les musulmans, au contraire. Mais j'ai un but derrière, c'est que les musulmans ou les non-musulmans aient conscience de la réalité de cette religion. L'islam, cette religion, c'est une religion suprémaciste, totalitaire, et soit on se bat pour garder ce qu'on a gagné, ce qu'on a acquis il y a pas longtemps, il y a pas si longtemps que ça, soit ça sera l'islam qui gagnera, soit ce sera ces idées, cette idéologie qui va gagner. À la rentrée 2023, Gabriel Attal, alors ministre de l'Éducation nationale, annonce l'interdiction du port de l'abaya, tenue islamique valorisant la modestie de la femme au sein de l'école publique. Une mesure stricte qui n'est pas toujours appliquée sur le terrain. Brigitte est professeure d'histoire avec 15 années d'expérience dans un lycée du sud de la France. Traumatisée par l'affaire Samuel Paty, enseignant décapité pour avoir montré à ses élèves des caricatures du prophète Mahomet, elle souhaite témoigner anonymement. Depuis la mort de Samuel Paty, rien n'a changé, bien au contraire. L'islamisme progresse à vitesse grand V au sein de l'école républicaine et rien n'est fait. On met la poussière sous le tapis, on est encore sur la position du pas d'amalgame. Voilà, pas d'amalgame qui engendre le pas de vague. On a une progression très claire du port du hijab. On a eu les abayas. Elle continue d'être portée. Sur cette photo, on a un cas typique. Jupe, abaya. On retrouve les marqueurs identitaires, le petit chignon pour pouvoir placer le hijab ou le khimar en sortant. Dans l'enceinte scolaire, elle refuse toute mixité. Elle refuse de s'asseoir à côté de garçons, même s'ils sont musulmans. Elles restent entre elles. Et elles peuvent aussi sélectionner les cours, c'est-à-dire décider de ne pas se présenter à des cours qui viendraient, mettre à mal leur système de valeurs. C'est aussi faire pression sur les filles musulmanes qui sont tout à fait intégrées, qui sont tout à fait assimilées, qui pratiquent de façon privée, respectueuse de la République leur religion et qui sont prises, on va dire, à partie, puisqu'on leur dit « tu n'es pas une vraie musulmane parce que tu ne portes pas la tenue modeste ». Alors le dialogue, personne ne trouve le courage de l'entamer en fait. Parce que depuis l'exécution de Samuel Paty, tout le monde a peur. Une jeune fille portait une abaya. Ma collègue lui a signifié que l'abaya n'avait pas droit de cité au sein de l'école, que c'était en dehors de la loi.
Il y a eu des messages qui ont circulé via les réseaux et clairement des messages qui indiquaient clairement qu'il fallait lui faire une Samuel Paty. Vous êtes inquiète pour l'avenir? Oui, très inquiète. Très inquiète parce que ce que l'on observe à l'école nous permet d'entrevoir ce qui va se passer plus tard dans la société. C'est-à-dire qu'on a toujours un temps d'avance. On voit les changements sociétaux à venir parce qu'on connaît les enfants, on travaille avec eux. On voit aussi poindre le discours politique des islamistes. Une inquiétude partagée par ce professeur de lettres en lycée de la région parisienne. Âgé de 37 ans, l'homme préfère lui aussi témoigner anonymement. Je suis suffisamment inquiet pour l'avenir pour venir vous parler aujourd'hui. Je suis inquiet du fait que malgré tous les attentats, etc., il ne se passe pas grand-chose. Je suis inquiet aussi de voir que quand quelqu'un... j'ai une collègue, par exemple, qui a demandé à une élève d'enlever son turban, et c'est la collègue qui a été convoquée avant l'élève, pour qu'on lui fasse entendre que bon, c'était peut-être pas la peine de le dire, etc., puisque l'élève s'est plaint. Si le port du voile est interdit dans les écoles publiques, dans la sphère privée, il est bel et bien autorisé. À Bourges, nous partons à la rencontre de Mourad, 41 ans. Ce cadre, bien intégré dans la société, est père de 3 enfants. Il est aujourd'hui célibataire. Je suis divorcé, ça va faire 4 ans. Je me préserve, j'attends de trouver l'âme sœur et puis de reconstruire ma vie avec elle. J'ai pas légitimité à parler, ce sont les grands savants qui parlent. Il y a des hadiths, il y a des versets coraniques, et il y a notamment des personnes qui sont les héritiers des prophètes qui sont là pour ça. Moi, je vous parle uniquement de l'aspect expérience. Mourad souhaite se marier avec une femme musulmane. Et pour trouver la perle rare, il existe plusieurs méthodes selon lui. Alors, déjà, première solution, on peut le dire à sa mère, tout simplement, qui en parle aux autres mamans de la mosquée. Il y a le bouche à oreille. On peut le dire à sa tata, à sa famille, voilà, je cherche à me marier. On le dit à son père aussi, qui a des amis aussi qui ont des filles, et puis voilà. Après, de manière plus générale, il y a des sites de rencontres musulmans. Donc les femmes, au lieu de parler directement avec les hommes, elles ont ce qu'on appelle un tuteur. Et donc elles rédigent un profil, je lis ce profil, si ce profil m'intéresse, j'envoie ma réponse à l'admin en mettant « ce profil m'intéresse ». L'admin va contacter le tuteur de la dame, de la femme, qui va lui dire tel profil est intéressé par toi. Puis après, si ça l'intéresse, ce profil l'intéresse, on fait un appel visio quand elle n'est pas là, où il y a son père ou son frère ou son tuteur qui est là, en troisième personne, et on échange en direct. Mourad nous montre la petite annonce d'une potentielle prétendante, postée dans un groupe réservé aux célibataires musulmans sur la messagerie cryptée Telegram. Par exemple, là, il y a une sœur, prénom, donc une sœur de ville, région, nationalité française, origine tunisienne, âge 35 ans, jamais mariée, nombre d'enfants 0. Êtes-vous voilée? Oui, alhamdoulilah. Quelle est ta personnalité? Je suis une femme simple et très sportive, bienveillante, souriante, patiente et optimiste. En islam, les cheveux de la femme sont considérés comme sa nudité. En France, non. Déjà, un homme ne peut pas forcer sa femme à porter le voile, tout simplement parce que si elle le fait pour lui, parce qu'il lui dit de le faire, toutes ses actions sont caduques. Elle n'a pas de bonne action, car son intention, ce n'est pas fait pour Dieu. Son intention, elle est faite pour satisfaire son mari. Le voile, c'est pas que le vêtement. Le voile, c'est une attitude. Le voile, c'est voilà, le voile, c'est un tout, c'est un ensemble en fait. Faut en avoir du courage quand même au jour d'aujourd'hui pour porter son voile partout, aller au travail et tout avec son voile. C'est très compliqué d'affronter le regard des autres, les jugements de la société et tout. Donc c'est quand même des femmes très courageuses. Un ensemble de règles qui, lorsqu'il est poussé à l'extrême, peut s'apparenter à une prison pour les femmes voilées. Nous poursuivons notre enquête à Rouen, où une femme nous a donné rendez-vous dans un hôtel pour des raisons de sécurité. Pendant 20 ans, Enda a porté le niqab, un voile intégral couvrant l'ensemble du visage à l'exception des yeux. Elle ne l'avait pas reporté depuis 10 ans. Je pensais que ça allait être facile, mais là, je me suis sentie étouffée. Hein. C'est un truc de fou. Ben, j'avais oublié, parce que moi, pendant des années, je le mettais tous les jours, j'avais l'habitude. Mais là,
Je supporte pas en fait. On étouffe là, on est oppressé. Là, pendant 2 minutes, je me sentais mal. Hein. J'avais l'impression de plus pouvoir respirer, quoi. C'est un tissu, puis ça oppresse, quoi. Enda est française, d'origine algérienne et tunisienne. Elle rencontre son conjoint au début des années 2000. Après un mariage arrangé, l'homme lui impose de couvrir son corps, son visage, ses cheveux, et lui fait vivre un véritable enfer. J'ai malheureusement pour moi vécu ce genre de mariage arrangé avec un homme tunisien, d'origine tunisienne, qui est né en France comme moi. Sauf que cet homme était salafiste. Il m'a jeté tous mes petits voiles à la poubelle et il m'a dit maintenant ce sera ça, tu n'as pas le choix. Au début c'était ça et après il m'a dit tu vas mettre le niqab. Donc après on voyait plus mon visage. Voilà, et j'ai vécu comme ça presque 10 ans. J'ai eu 3 enfants avec cet homme qui me battait. Ça a été très compliqué. Et tout ça, ça s'est passé en France. Et puis j'étais enfermée, je n'avais pas le droit de parler français à la maison. Je n'avais plus le droit de parler français. Il avait jeté tous mes livres d'étudiante à la poubelle, mes livres de philosophie. J'avais plus le droit de lire autre chose que de la littérature salafiste. Et j'avais plus le droit de regarder la télé, j'avais pas le droit d'écouter de la musique, d'écouter la radio. Je n'avais plus le droit de sortir toute seule. J'ai été coupée du monde et on vivait comme à l'époque du prophète. Voilà. C'est ce qui est imposé aux femmes. C'est la tenue que portent les femmes en Arabie Saoudite. Donc moi j'avais interdiction de porter d'autres couleurs que le noir ou des couleurs très foncées. Je me plaignais beaucoup à mon ex-mari, je lui disais que j'en avais marre de porter des sacs poubelles. Et à chaque fois c'était des menaces, il me faisait culpabiliser, il me parlait de l'enfer. Et il me disait que le rôle d'une épouse c'était d'être cachée et d'obéir à son mari. Donc avec ce poids-là, cette pression, j'avais pas le choix. Parce que j'avais peur. Ce voile n'est pas un simple bout de tissu, c'est plus que ça. C'est l'uniforme islamiste. Et l'islamisme s'en sert comme étendard pour propager son idéologie. Donc c'est devenu un outil de propagande, un outil politique. Et on se sert du corps des femmes, comme si c'était un terrain de bataille où certains veulent dévoiler les femmes de force et d'autres veulent les voiler de force. Et moi, c'est ce que je combats. Je veux qu'on permette aux femmes d'avoir le libre choix. Pendant près d'une décennie, Enda a vécu sous l'emprise de son mari, qu'elle qualifie elle-même de gourou. Mais elle finira par trouver le courage de s'enfuir. Et un jour, au bout de presque 10 ans de mariage, je lui ai posé une question et c'est ce qui m'a sauvée. C'est ce qui m'a sauvé cette question. Je lui ai dit, est-ce que le djihad est obligatoire? Ce soir-là, on était dans le lit, on devait se coucher et je lui ai posé cette question. Je lui ai dit, mais le djihad, c'est la guerre sainte. Est-ce que c'est obligatoire pour un musulman? Il m'a dit, bien sûr que c'est obligatoire. Je lui ai dit, mais est-ce que nos 2 fils devront faire le djihad plus tard? Il m'a dit, bien sûr. Je lui ai dit, ils iront en Palestine pour faire la guerre sainte? Il me dit, oui, ce sera une fierté pour nous si on a des enfants qui meurent en martyrs. Alors là, ça a été un choc. Et je lui ai dit, qu'est-ce que va devenir notre fille? Et il m'a dit, notre fille, elle portera le voile à 7 ans et on la mariera à 14 ans. Elle sera mariée pour la préserver. Et là, j'ai pas dormi de la nuit. Là, ça a été la graine qui a éveillé ma conscience. C'est mon amour pour mes enfants, mon instinct maternel. Je me suis dit, je ne peux pas faire subir à ma fille ce que j'ai subi. Je ne veux pas que ma fille subisse ça. Je ne veux pas que mes 2 fils, c'est pas possible. Ils peuvent pas devenir de la chair à canon. Mes 2 fils peuvent pas aller mourir en martyr au nom d'Allah, au nom d'un Dieu. Et moi, je me suis dit, mais c'est pas logique. Il y a eu comme un sorte de bug dans ma tête. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Dieu, il peut pas me donner la vie pour que moi, j'aille tuer cette vie en leur disant, allez-y, allez faire le djihad. Et en plus, quand j'ai posé la question à mon mari, mon ex-mari, je lui ai dit, mais pourquoi toi, tu vas pas faire le djihad si c'est obligatoire? Et là, il est devenu tout rouge. Il a commencé à être très mal à l'aise, à bégayer et à me dire, mais non, moi, je peux pas, je dois m'occuper de ma famille. Il a trouvé des excuses. Donc, en fait, je me suis dit, mais ça le dérange pas d'envoyer ses 2 fils à la mort? Mais par contre, lui, non. Et là, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je sauve mes enfants. 10 ans après avoir retiré son niqab, Enda est toujours musulmane. Elle poursuit son combat contre l'islam radical, mais elle est opposée à une interdiction totale du voile en France. Le voile normal, le petit voile, à partir du moment où une femme, elle peut être féminine, porter des tailleurs avec un petit voile, elle s'insère dans la société, elle embête personne, elle fait pas de prosélytisme. Eh ben, il faut la laisser tranquille. Elle a le droit.
On n'est pas en dictature. Moi, je suis contre tous ces gens qui veulent interdire le voile et qui veulent retirer le voile des femmes de force. On peut pas forcer les femmes à retirer le voile. Sinon, ça devient une dictature comme en Iran. Et je suis contre ces islamistes qui veulent imposer le voile aux femmes et qui disent que pour être une bonne musulmane, il faut absolument porter le voile et pas n'importe quel voile. Le voile salafiste, l'uniforme salafiste, que moi je sais reconnaître. Enda a divorcé de son ex-mari, qui a refusé de lui verser une pension alimentaire. Depuis, elle n'est jamais parvenue à redonner sa confiance à un homme pour reconstruire une relation durable. Aujourd'hui, environ 6 millions de Français sont musulmans et peuvent exercer leur culte dans un des 2600 lieux de prière du pays. Le voile est un sujet qui divise depuis 1989 et l'affaire de Creil, durant laquelle des jeunes filles avaient refusé de retirer leur voile à l'école. Alors, que veulent les Français ? Une France qui défend la laïcité ou une France communautarisée ? Voilà pour ce long format tout à fait exceptionnel sur CNews, la France face au voile. L'heure est donc venue désormais d'en débattre. Que représente le voile ? Quel est le symbole qu'est le voile aujourd'hui en France ? Faut-il l'interdire pour les mères accompagnatrices ? C'est des questions que je vais poser à mes invités. Bonsoir Éric Tegner. Bonsoir Gauthier. Bonsoir Rachel Kahn. Bonsoir Gauthier. Bonsoir Sabrina Medjeber. Bonsoir Gauthier. Bonsoir Driss Ghali, vous êtes l'auteur du livre L'identité d'abord. Bonsoir Naïm Bestanji. Bonsoir. Vous signez Le linceul du féminisme, caresser l'islamisme dans le sens du voile. Et bonsoir Adela. Bonsoir. Vous êtes apostate, c'est-à-dire que vous avez quitté la religion musulmane il y a maintenant 8 ans. On l'a vu dans le long format, vous étiez voilée, vous n'êtes plus et vous n'êtes même plus musulmane. Vous êtes ce qu'on appelle apostate et d'ailleurs on va pouvoir en parler parce qu'il y a la sénatrice LR, Valérie Boyer, qui appelait aujourd'hui dans un courrier à défendre les apostats puisqu'on l'a vu dans le long format, vous êtes la cible de menaces. On va évidemment revenir sur votre témoignage dans un instant. Mais d'abord, j'ai envie de vous demander ce que symbolise pour vous le voile. Et je vais commencer avec Naïm Bestanji. Que symbolise le voile ? Alors, le voile, depuis l'Antiquité, il symbolise une chose simple, c'est la séparation des hommes et des femmes et l'infériorisation de la femme par rapport à l'homme. C'est-à-dire que le voile a été créé pour dire que la femme est un objet sexuel tentateur et que pour protéger l'homme de la tentation, il faut voiler la femme parce que c'est elle, dans un milieu patriarcal, dans un monde patriarcal, qui a la responsabilité de la gestion de la libido masculine. Donc, comme elle est un objet tentateur, en la cachant, la libido des hommes est apaisée, et parce que la libido des hommes est apaisée, alors la femme sera protégée en conséquence. Et les islamistes, pour présenter ce côté dégradant du voile, pour essayer de le valoriser un petit peu, ils ont inventé un terme marketing qui est très fort, qui est le mot pudeur. En fait, la pudeur, c'est l'euphémisme pour dire que la femme est inférieure à l'homme et qu'elle est un objet tentateur sexuel et que l'homme doit être protégé de cette tentation. Et donc, pour vous, est-ce que le voile est une façon pour les frères musulmans de cacher les femmes ? Et on l'a vu dans le long format, le voile augmente en France. Il y a de plus en plus de femmes qui le portent. Est-ce que c'est la main des frères musulmans et est-ce qu'il faut l'interdire au fond ? Est-ce qu'il faut l'interdire à l'université ? Est-ce qu'il faut l'interdire lors des sorties scolaires puisque de plus en plus de femmes le portent ? Alors tous les musulmans ne considèrent pas le voile comme une prescription religieuse mais comme un héritage culturel sexiste et patriarcal. En revanche, tous les intégristes musulmans considèrent que le voile est une prescription religieuse. Il faut comprendre que les islamistes, les intégristes musulmans, sont obsédés par le sexe. Ils pensent à ça, mais constamment. Donc pour eux, le voile est devenu leur étendard. Ils le disent, les prescripteurs du voile dans leur prêche le disent, le voile est leur étendard. Au-delà de ce qu'ils disent, la pudeur, etc., c'est pour eux un outil politique. Certains disent même, je cite texto, pas besoin de parler, le voile le fait pour nous. Donc le port du voile est un thermomètre de l'avancée de l'islamisme. Ça ne veut pas dire que toutes celles qui le portent sont islamistes. Bien sûr. Ça veut dire qu'elles ont été convaincues par des prédicateurs qui leur ont dit que ça, c'est l'islam tout court. Or, cette approche rigoriste, extrémiste de l'islam, toutes les musulmanes ne se sentent pas concernées par le port du voile et c'est surtout à elles qu'il faut penser et c'est elles qu'il faut protéger, celles qui n'ont pas encore basculé. Éric Tegner, est-ce que vous êtes favorable à l'interdiction du voile à l'université lors des sorties scolaires ? Théoriquement, oui. D'un point de vue politique, forcément, ça serait compliqué. Moi, je pense qu'il faut penser la question du voile islamique aujourd'hui par rapport à la démographie. C'est-à-dire qu'il y a un poids de l'islam qui est très important et c'est un islam qui est évidemment conquérant aujourd'hui. C'est-à-dire que le port du voile, c'est devenu d'une certaine façon une façon de se compter. Se compter entre musulmans, c'est une possibilité ensuite de mener une pression sur des mères
pour essayer d'avoir des terrains, pour construire des mosquées, pour essayer d'imposer justement ce qu'on appelle des accommodements raisonnables. Et cette conquête islamique, elle se fait parallèlement aussi à une civilisation chrétienne qui est en déperdition, avec des églises qui se vident. Et donc, c'est fondamentalement une question de conquête. Alors, quand on pose cette question de l'interdiction du port du voile dans l'espace public, moi qui me semble totalement cohérent, pourquoi lutter contre le port du voile dans les universités ou dans justement les lieux de public, les fonctionnaires, si on n'est pas contre le port du voile dans l'espace public? Eh bien, il faut le faire parce qu'il faut proposer aujourd'hui, je le pense, aux musulmans modérés, aux musulmans qui adhèrent à la République, ce pacte en leur disant, pour sauver la France, il faut que vous soyez capables de choisir. Je pense que les musulmans modérés qui portent le voile aujourd'hui seraient tout à fait capables de dire, j'enlève mon voile parce que c'est une question de survie aujourd'hui. Sabrina Medjeber, de quoi le voile est-il le nom? Avant de commencer à entrer dans le débat, je pense que c'est important que chacun définisse ce qu'est le voile, ce qu'il représente, et est-ce que c'est un instrument alors il y a les frères musulmans, il y en a d'autres, pour cacher le corps des femmes, et au fond ils s'en servent comme un instrument politique pour gagner du terrain, c'est ce qu'on entend aussi. Il est évidemment un instrument de la subordination patriarcale, ça c'est une évidence, c'est le symbole de la soumission anthropologique de la femme à l'homme, de son infériorisation, puisqu'il est corrélé à tout un package identitaire et y compris même mêlé à certaines injonctions du texte et de l'ensemble même du corpus islamique, à savoir l'endogamie, à savoir l'excision, à savoir les mariages forcés, à savoir la différence lorsque l'on perçoit l'héritage, et encore bien d'autres paradigmes. Donc évidemment qu'il est une soumission à l'homme et un symbole même du patriarcat. Au-delà de ça, il est également un symbole de séparatisme culturel. Pourquoi je dis ça? Parce que il est un marqueur non seulement religieux, c'est un marqueur politique, c'est également un marqueur culturel parce qu'il marque précisément un séparatisme à travers l'espace public. Je suis voilée, donc je suis musulmane. Et à partir du moment où je suis voilée et je suis musulmane, je suis donc subordonnée à tout l'agrégat communautaire, c'est-à-dire la logique clanique de ma famille, la logique clanique de mon quartier et la logique clanique de la Oumma, c'est-à-dire la communauté des croyants. Donc, lorsque l'on se présente avec un voile, on se distingue de l'altérité, on se distingue de l'identité française, on se distingue du référentiel commun, et c'est également, par l'emblème même qu'il représente, une fin de non-recevoir à l'altérité, puisqu'il représente même l'interdiction pour un homme non musulman de pouvoir s'enamouracher de cette jeune femme, de pouvoir de ce fait construire une vie familiale et conjugale. Donc il signe délibérément une rupture avec notre creuset français, et pas simplement républicain, mais également une dilution dans ce que la société dite ouverte, inclusive, nous invoque justement à nous de nous comporter, et nous incombe des devoirs à nous, citoyens, de pouvoir nous adapter à ce que les minorités exigent de nous. Des frères musulmans. Mais absolument, c'est un instrument absolument des frères musulmans. Il a été théorisé. Vous savez que Youssef El-Qaradawi, par exemple, ou même Hassan al-Banna, dès la naissance des frères musulmans, ça remonte au début du XXe siècle, préconise la stratégie du prosélytisme, la stratégie de conquête obsidionale, la stratégie de marquage de l'espace public pour asseoir justement ce que est et ce que doit être la Oumma, c'est-à-dire un agrandissement de la communauté. Alors je vais vous montrer une image, puisque l'actualité résonne avec ce long format. Hier, vous savez qu'il y a eu le fameux match PSG-Aston Villa à Birmingham, en Angleterre. Et il y a toujours des enfants qui accompagnent les joueurs sur le terrain. Religieuse, politique, civilisationnelle, philosophique, des mouvements de jeunesse, des gens qui veulent porter le voile par provocation, pour nous embêter, des gens malades. Même la civilisation maghrébine va très mal. Alors on a du mal à le percevoir parce on a tellement peur de ce qui nous arrive, ce qui tombe dessus depuis quelques années, mais l'accident qui recule, le recul à chaque fois. C'est le reflux d'Occident. Et il y a 100 ans, l'Occident imposait des modes vestimentaires. Il y a une limite à l'Occident. L'islam est une formidable puissance, notamment une puissance de guérison spirituelle pour certains. Je dis bien pour certains. Nous ne pouvons pas... la peur de la mort, quand même. On a mis la peur, panique du climat. Eh bien, certaines personnes, notamment d'origine musulmane, reviennent dans l'islam et elles trouvent des réponses. Et nous ne pourrons pas venir ici... Nous avons interrogé certaines d'entre elles, que nous appellerons Sabah. Porter le voile en société confère de nombreux avantages.
C'est déjà un grand signe de pudeur et comme d'autres avantages, comme un signe de voilà, on respecte. C'était comme une forme de respect. C'est pas un acte de soumission envers mon mari, mais c'est un acte de soumission envers mon créateur. Et choc, d'autant plus que d'un point de vue même philosophique ou psychologique, je trouve très étrange qu'on l'on puisse montrer la pudeur de l'égalité et de la fraternité, puisque ça sépare. C'est un message aujourd'hui politique. Et puis, on parle beaucoup aujourd'hui d'apartheid et de colonisation, mais c'est un apartheid. C'est une séparation, c'est une colonisation du corps des femmes. Et quand vous voyez cette petite fille... Et quand je vois cette petite fille, c'est-à-dire qu'en réalité, je crois que cet islam politique ne veut pas cacher le corps des femmes ou des petites filles. C'est que très tôt, l'islam politique veut montrer que cette petite fille est musulmane, que cette femme est musulmane. Et donc, faire sortir de la citoyenneté les musulmanes. Donc oui, ça me choque, surtout au nom de la liberté. Bon, Adela, vous-même, vous avez quitté la religion musulmane il y a 8 ans de cela. Vous étiez voilée, vous ne l'êtes plus, vous n'êtes même plus musulmane, vous êtes ce qu'on appelle une apostat. Et on verra dans un instant la sénatrice LR, Valérie Boyer, qui appelle à vous protéger parce que vous êtes victime de menaces, vous et d'autres apostats. Pourquoi avoir quitté l'islam? Pourquoi avoir quitté votre voile? Alors, j'ai été musulmane par tradition, c'est-à-dire je pratiquais ce qui me semblait l'islam, le ramadan, la prière, les piliers de l'islam. Mais le vrai islam, c'est une prescription religieuse stricte. C'est l'application des textes, par exemple, en tant que femme, ce que nous a ordonné le Dieu, y compris pour la tenue. Donc je me suis mise à vouloir mieux pratiquer ma religion contrairement à ce qu'on m'avait appris. Et c'est là où j'ai découvert une autre vision de la religion que j'ignorais, même si j'ai passé toute ma vie à apprendre et à penser connaître la religion, mais c'est en connaissant les textes, surtout leur contexte, que j'ai quitté l'islam. Ce n'est pas l'inverse. Et est-ce que vous recevez beaucoup de menaces aujourd'hui parce que vous avez quitté l'islam, vous avez quitté votre voile, et on a vu dans le long format que vous étiez menacé? Parce qu'il y a une séquence dans le long format où vous embrassez le drapeau français, vous échangez sur les réseaux sociaux avec des internautes avec un drapeau français sur les épaules. Et en conséquence de cela, vous avez énormément de menaces. Oui, alors j'ai énormément d'invectives et de menaces parce que tout simplement, ils sont pas d'accord avec ce que je fais. Pour eux, le fait d'avoir quitté la religion, je devrais m'en arrêter là. Mais pour moi, c'est un combat que je mène. Et de la même manière que je pense avoir été... je me suis fait avoir justement par une religion que je connaissais pas. Pour moi, parler librement, sans sacraliser les textes et enlever le tabou autour des textes surtout, parce que j'entends plusieurs discours où on parle de toutes les problématiques autour du voile, mais on parle jamais de l'origine. Qu'est-ce qui a poussé à ce que ces femmes renoncent à leurs droits et à leur liberté? Il n'y a pas que le voile qui est problématique, c'est aussi la pratique. Et pour moi, c'est évident, il faudrait qu'on discute des textes sans tabou, et ça déplaît, et il y a ce phénomène de dissonance. Donc, ils pensent que moi, je suis en train de modifier, de dire n'importe quoi sur la religion, et en plus, ils sont associés à leur religion. Donc, les réponses, elles sont très violentes. Vous-même, quand vous étiez voilée, on vous forçait à être voilée ou pas du tout? C'était un choix. Comment vous en êtes venu à quitter le voile? Alors, mes parents, ils sont tolérants, donc au contraire, ils étaient même contre le port du voile. Mais on ne force pas à porter le voile uniquement par l'éducation ou psychologiquement, c'est qu'avec le conditionnement et l'endoctrinement qui s'est fait. Et moi, c'était à l'époque, il y avait du prosélytisme au lycée. Donc, on m'a donné des livres pour me dire que j'étais égarée et que c'est comme ça l'islam et c'est comme ça qu'il faut le pratiquer. Et d'ailleurs, c'est la vérité. Et donc, il y a tout ce conditionnement, plus la société, plus... la culture, plus les parents, plus la foi, parce que il y a un espèce de
on va dire, il y a la culpabilité, mais un attachement à la religion qui se déclenche et donc on a envie de le pratiquer. Donc c'est plus compliqué que mais dire... vous êtes plus heureuse aujourd'hui sans voile qu'à l'époque où vous étiez voilée? Ah bah oui, mais à l'époque quand j'étais voilée, je pensais que j'étais plus heureuse. Donc aujourd'hui j'ai pris conscience que non, c'est un faux... bonheur, c'est une fausse liberté, c'est un choix obligatoire, il ne peut pas être un choix, mais aujourd'hui, je sais ce que c'est vraiment la liberté. Et, oui. Donc il y a Valérie Boyer qui a fait, sénatrice LR, une longue lettre aujourd'hui pour dire que selon le Centre européen pour le droit et la justice, une écrasante majorité de personnes quittant l'islam pour rejoindre le christianisme subit une persécution familiale et communautaire. Selon leur rapport, une écrasante majorité de personnes quittant l'islam pour rejoindre le christianisme donc subit cette persécution. Donc elle appelle à vous protéger tout simplement. Elle appelle à ce que on s'occupe des apostats qui quittent l'islam et qui le vivent, qui ont des difficultés et qui subissent des menaces comme vous, Adela. Oui, Sabrina. Oui, je voudrais faire 2 remarques sur le témoignage absolument courageux d'Alexa. Et ils sont nombreux, mais malheureusement peu visibles, à pouvoir s'exprimer librement aujourd'hui en tant qu'apostat. Ça, déjà, je pense qu'il faut saluer son courage. Et j'ai 2 remarques sur ce qu'elle vient de dire. La première, je pense qu'il faut que les téléspectateurs comprennent à travers votre témoignage. Il me semble que l'islam, c'est la Oumma. Et dans la Oumma, il n'y a pas de place pour la construction politique de la citoyenneté. Il n'y a pas de place pour l'absorption de l'individualité ou l'expression de son individualité. Il n'y a pas de place pour l'expression de sa singularité. Comme dans toute forme d'ailleurs de totalitarisme, le sujet n'existe pas. Et comme il n'existe pas, le je n'existe pas, il existe de facto qu'à travers le regard des autres. Et ce qui se passe dans les quartiers où l'islam est très prédominant ou même dominant culturellement, c'est qu'il y a une forme de coercition invisible et visible sur celles qui décident de ne pas le porter. Le problème, c'est que comme le voile est le marqueur de l'enchère ou de la surenchère de l'honorabilité de la femme, parce que c'est la femme qui est la garante de la transmission, perpétuation de l'islam, à travers ce fameux triptyque pudeur, discrétion, virginité, eh bien celle qui décide de le retirer dans un quartier, c'est toute la pression clanique familiale et communautaire qui s'exerce sur elle, parce qu'elle ne peut pas exister en tant que française, citoyenne française. Il faut vraiment que le téléspectateur calibre ce que je dis, parce que c'est très important. Maintenant, on a compris ce que chacun pensait du voile. Je veux qu'on passe au débat politique, parce que c'est devenu... Pourquoi on a fait ce long format? Il y a quelques semaines, c'était un débat politique, un débat même entre sportifs, oui. Pour ou contre l'interdiction du voile dans les compétitions sportives. Bon, donc il y a eu plein de réactions. On va écouter Bruno Retailleau et je vais vous demander maintenant s'il faut interdire le voile dans les compétitions sportives, l'université, oui. On a commencé à en parler, sorties scolaires, etc. Bruno Retailleau. Le voile est un marqueur. Ce n'est pas un bout de tissu, c'est un étendard d'un islamisme politique qui se déploie aujourd'hui en France avec un agenda pour faire basculer la société française dans la charia, et pour moi, le voile n'est pas un marqueur de liberté. C'est simplement le marqueur de l'infériorisation du statut de la femme par rapport à l'homme. Bon, est-ce qu'il faut interdire le voile à l'université Rachel lors des sorties scolaires pour les mères accompagnatrices dans les compétitions sportives? Je rappelle que la loi, c'est les compétitions sportives. Donc, c'est-à-dire que du lundi au vendredi, vous pouvez être voilé pendant les entraînements. Le samedi, le jour de la compétition, il faut le retirer. Non, mais ça, c'est ridicule. Moi, j'aimerais bien un petit peu de courage et de cohérence par rapport à cette question-là. Mais malheureusement, je trouve que les leaders politiques de tous les partis, parce qu'il ne s'agit pas là de partis politiques, hein. On est bien au-dessus de ça. Il s'agit des piliers de notre citoyenneté. Et en réalité, on se laisse intimider, disqualifier, et avec ce mot islamophobie, dès que l'on parle du voile. Moi, je considère qu'à partir du moment où on est dans un lieu d'éducation, de connaissance, d'émancipation, qui fait que nos petits ou nos jeunes sont là pour s'émanciper en termes intellectuels ou sportifs, il n'y a pas de question de voile dans ces lieux-là. Donc que ce soit à l'école, à l'université, dans les entraînements comme dans les compétitions, il n'y a pas de voile.
On va continuer à débattre. On a fait donc la première partie, vous compreniez bien, c'était sur que représente le voile pour vous, le témoignage d'Adela. Maintenant, on va s'ouvrir la partie politique. Et moi, j'aime bien la télévision parce qu'il y a quand même un peu de mémoire. Et on va entendre ce que disait Jean-Luc Mélenchon du voile, de la burqa. Et je vais vous demander, exactement, chez Laurent Ruquier, et je vais vous demander pourquoi il a changé d'avis, Jean-Luc Mélenchon. Par populisme. Voilà. Merci beaucoup, Adela, d'avoir été avec nous. Merci pour votre témoignage. Évidemment, vous êtes menacé, vous êtes la cible d'attaques insupportables, donc on vous apporte tout notre soutien. Et je rappelle l'appel de cette sénatrice LR à vous protéger, pour l'appel envers notamment le ministre de l'Intérieur, pour que les apostats, ceux qui quittent l'islam, ne risquent évidemment rien en matière sécuritaire. On quitte la religion qu'on veut, on adhère à la religion qu'on veut. Et évidemment, ça ne doit pas être un danger pour notre vie. Merci Adela d'avoir été sur notre plateau. Le débat sur le voile se poursuit, débat politique. Pourquoi Jean-Luc Mélenchon a changé d'avis ? Tiens, on va en parler dans un instant.